Il y a des vibrations, bien sûr, hein. On ne peut pas annuler ou complètement escamoter sa jeunesse, hein. Je pense que tout ce qui m'arrive aujourd'hui est déjà naissant à l'époque où je lisais beaucoup, où j'avais envie d'écrire, etc. Donc c'est dans la jeunesse. Mais enfin, je n'ai pas une passion particulière, un souvenir très fort de cette jeunesse, de cette période de ma vie. Ça ne m'a pas marqué et je n'ai pas envie de me pencher obsessionnellement sur cette période. C'est évident, j'étais un fou de lecture et mon amour des mots, je dis mon amour qui est devenu par la suite une espèce de passion incontrôlable, et puis même avec des côtés pathologiques, parce que quand on écrit tous les jours depuis 30 ans, 35 ans, il est évident que ça devient... il y a des moments morbides aussi de l'acte d'écrire, n'est-ce pas? Donc, il est évident que ça s'est passé dans ma jeunesse. Ben, l'amour de lire, ce n'est pas encore l'amour d'écrire. Et quand j'ai commencé à écrire, il est évident que là, c'était pour moi un peu ridicule. Je me sous-estimais, je me disais, c'est pas possible, c'est un rêve inaccessible d'écrire. Mais malgré tout, j'y ai été poussé, amené par une force irrésistible, par une pulsion, quoi. Et bon, au début, ce n'était que du tâtonnement, il n'y avait rien de bien beau dans ce que j'écrivais, mais par la suite, bon, la suite des événements m'a donné raison. À quel moment vous vous êtes dit, je suis un écrivain et je ne serai qu'un écrivain? Mais vous savez, quand j'ai publié mon premier livre, qui avait eu beaucoup de succès, un grand succès de presse à Paris, c'est un livre qui s'appelle Quinte, j'ai commencé à y croire, mais je n'y croyais pas vraiment. Je me demandais si j'étais pas l'homme d'un seul livre, alors que j'étais pourtant un obstiné, je savais qu'il y avait beaucoup j'étais têtu, je crois qu'un critique littéraire avait écrit Moreau, c'est l'homme d'un seul livre. Bon, j'en ai écrit 34 depuis, hein, donc il y avait vraiment, là j'étais mordu, quoi. Et cette naissance à l'écriture, je pense qu'elle vient d'une grande solitude. C'est-à-dire qu'il y avait, dans ma jeunesse, je brassais des pensées que j'appelle aujourd'hui de mauvaises pensées. J'avais aussi des désirs que j'appelle aujourd'hui des désirs fous, ou insensés, ou démesurés. Et tout ça s'accumulait, parce que je n'avais personne autour de moi pour transmettre, pour confier cette espèce d'agitation intérieure, n'est-ce pas, ce trop-plein, etc. Et il y a eu cette explosion. Je devais absolument me libérer de tout ce que je contenais. Et c'est une lecture d'un philosophe qui m'a donné cette audace d'écrire. J'ai lu dans le livre de ce philosophe, n'est-ce pas, l'autorisation d'écrire. C'était quel philosophe? Nietzsche, n'est-ce pas? Et c'était ce que je l'appelle un peu mon professeur d'audace. Il m'a dit, c'est comme s'il m'avait dit, ose. Ose exprimer ce que tu en toi-même, les choses les plus terribles, les plus épouvantables, les plus indicibles, etc. Tu dois les sortir. Et alors il y a eu ce travail de déferlement, de déballement, quoi. Je devais absolument me liquider tout ce problème de subconscient, tout restait dans le subconscient. Et alors il y a eu ce travail donc de passage des ténèbres vers la lumière par l'écriture. Vous auriez pu débarrasser ce trop-plein par un autre art, la sculpture ou la peinture, par exemple, ou la musique. Non, je n'étais doué que pour les mots, je pense.
La musique, j'avais rêvé d'être... parce qu'il y avait beaucoup de rythme en moi, et ces rythmes continuent, n'est-ce pas, malgré le vieillissement et tout ça, il y a toujours une rythmique chez moi qui ne m'a jamais quitté depuis le premier livre. Et je me souviens, dans ma jeunesse, j'ai caressé un rêve qui était d'être compositeur de musique. Et j'ai suivi quelques cours de solfège et je me suis aperçu, je me suis heurté à la technique, etc. Bon, c'était pour moi, moi j'étais trop impulsif, trop pulsionnel pour pouvoir apprendre la musique. Quand vous écrivez, est-ce que vous souffrez? Ah, vous savez, c'est toujours très difficile. Vous savez, il n'y a rien de facile dans l'écriture. Je crois que Céline l'a dit dans un admirable texte. Quand on voit le produit fini, on se dit il écrit avec facilité, il a une grâce, il y a de la mélodie, de l'inspiration et tout ça, mais c'est un combat de tous les instants. C'est un combat, même aujourd'hui encore. Ce livre, par exemple, que je termine en ce moment, bon, ben, c'est un livre qui m'a quand même demandé plus de 2 ans de travail. Et j'étais très soucieux, je voulais pas qu'il y ait un mot de trop. Hein, c'est un livre très, très, très violent, très, très cadencé. Et c'était un livre très, très difficile à écrire. Et là, j'ai souffert. Et comme compensation à cette souffrance, il y avait des moments de joie qui me venaient du style, qui me venaient de la combinaison du style et du fond, de le fond et de la forme. C'est pas quand il me semblait avoir réussi la conjonction et même l'osmose du fond et de la forme, c'est-à-dire de la vérité aussi. Et de la beauté, la vérité-beauté, hein, fond et forme, vérité et beauté. Alors à ce moment-là, il y avait une espèce de jubilation compensatoire de tout ce que ça m'avait coûté comme travail. Et le problème, vous savez, c'est que à la fois, j'écris des essais, donc c'est un genre qui exige de la réflexion et de la raison en général. Moi je n'ai pas beaucoup de raison. Hein, c'est-à-dire que j'ai une pensée, mais qui vient plus du ventre que de la tête. Alors, il y a cette contradiction, ce conflit parfois entre la réflexion qui est nécessaire, puisque j'argumente, quand dans un essai on argumente, et en même temps la violence du jaillissement et de la pulsion, quoi. Quand vous écrivez, est-ce qu'il y a une partie chez vous de recherche, de documentation, pour faire un essai parfois, pour argumenter? Est-ce que ça vient seulement de vos tripes? Ah oui, ça vient seulement... Vous savez, tout ce que j'écris, c'est sui generis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas je ne vais jamais dans une bibliothèque, je ne m'informe pas. S'il y a de la culture dans ce que j'écris, c'est une culture qui vient de l'écriture même, de l'écriture en mouvement. Quand est-ce que vous estimez que... Je n'ai pas la patience de faire ce travail. Quand est-ce que vous estimez que vous avez fait quelque chose de beau? Je pense que c'est une sensation que j'ai qui n'est vérifiable que par la réaction du lecteur. Alors, qui vous lit en premier lieu? C'est une clientèle assez... un public assez disparate. Mais avant que l'ouvrage paraisse, est-ce qu'il y a des gens qui lisent ce que vous écrivez, avant même que le document aille chez l'éditeur? Oh, parfois ça m'arrive, mais il faut que je sois sûr que le texte que je vais montrer, que je vais proposer à la lecture, n'est-ce pas, soit un texte achevé, hein, auquel je n'ai plus rien à changer, sur lequel je n'ai plus beaucoup de doutes. Il y a toujours des doutes, bien sûr. Alors ça m'arrive parfois de me faire lire une page à une amie ou à un ami, mais pas le livre entier. C'est la période la plus barbare de ma vie, de mon écriture, de ma pensée, etc. J'étais vraiment comme un sauvage. J'avais l'impression de
de chevaucher, en écrivant, de chevaucher des bêtes de plaine. Je faisais partie d'une horde. C'était ça ma manière de penser de l'époque. Et donc j'avais lu, ce qui m'arrive rarement, un livre d'histoire. L'histoire des Mongols est très difficile à écrire puisque ce sont des nomades. Ce sont des hommes du vent, de la plaine. Donc c'est très difficile à fixer par l'historien. Mais enfin j'avais quand même recueilli quelques informations importantes, quoi, une vue générale de leur façon de vivre, etc., de foncer, de conquérir du territoire, une espèce d'avidité, n'est-ce pas. Et j'avais fait un rapprochement entre les mouvements de la pensée et ce mouvement sauvage, d'où le titre La pensée mongole. Maintenant, c'est l'apaisement? Non, il n'y aura jamais d'apaisement. Vous savez, il m'est arrivé d'en rêver, mais c'était vraiment un rêve insensé, complètement utopique. L'apaisement, non. J'avais cru que, avec comment vais-je dire, les outrages du temps, la sanction biologique, au moins ce rythme allait se pacifier. Ça m'a doué un peu maintenant, je constate que ça continue. La chevauchée qui a commencé avec Quinte, elle continue maintenant. Non, c'est une conception de l'écriture qui est inapaisable. Est-ce que vous êtes un révolté? Je crois, oui. Je pense que mes premiers pas dans l'écriture ont été marqués par la révolte, par une espèce d'insurrection. Et comment vais-je dire, les motifs de révolte ont changé, les causes de se révolter ont changé. Mais il y a toujours des causes de révolte, elles sont là en permanence. Donc que l'on ait 30 ans quand on écrit la révolte ou quand on en est 60, il y a toujours des raisons de s'indigner. Donc j'ai diversifié, si vous voulez, le champ de la révolte. Je me révolte pour d'autres raisons que... Une révolte contre la mort, par exemple? Non, il ne peut pas y avoir je ne peux pas me révolter contre la mort. Je pense que de la manière dont j'ai parlé de la mort, de la manière dont je l'ai ressentie, elle a été très importante dans ma vie. Elle fait vraiment partie intégrante de l'écriture. C'était une pression pour la mort en tant que pression pour écrire dans l'urgence, très fort, dans les intensités. Puisque tu vas disparaître, puisqu'il n'y a rien au-delà, donc tu dois faire l'impossible avant que ce moment arrive, où tu ne seras plus rien, où tu n'écriras plus, etc. Donc la mort, bien sûr, elle est très difficilement acceptable, mais dans mon cas, je pense avoir fait tout ce que je pouvais faire et tout ce que je devais faire pour la devancer, par des livres, par des jouissances, par des amours, par toutes les sensations qui existent dans une vie d'homme. Précisément, les amours, c'est une grande part de votre œuvre. C'est aussi un combat. C'est un combat, l'amour, c'est... vous savez, la part du bonheur est très faible puisque je suis un homme de passion, on sait très bien que les passions ne sont jamais très heureuses. Mais enfin bon, ça n'empêche que j'ai connu des moments très forts en amour, des moments vraiment vertigineux, et que tout ça m'enlève toute espèce de regret vis-à-vis de ce que j'ai pu vivre. J'ai vécu vraiment très fort ces amours, et ils n'ont peut-être pas eu la longévité qu'on pourrait espérer, et je n'ai pas peut-être été aussi fidèle que l'on pourrait l'espérer, mais je crois que j'ai vécu très, très fort tout ça.
tout ce rapport avec la femme. D'ailleurs, je considère toujours que les deux piliers de ma vie, c'est l'écriture et la femme. Piété devant la sainte bite et de tendresse illuminée.